dans un état critique, saison 2, épisode 3. Au programme aujourd'hui, disons-le, un peu moins de films que prévu, mais ne vous en faites pas. On a de la matière en commun quand même avec la grosse sortie Chien 51 et la maison pleine de dynamite de Bigelow sur Netflix. Mais on vous parlera aussi d'un ou deux autres films qui nous ont plu. Évidemment, toujours la rubrique maintenant, qu'est-ce qui s'est passé durant ces derniers mois dans les actus ciné et qu'est-ce qu'on en pense. Mais nous avons aussi une toute nouvelle rubrique avec le point box-office avec Olivier et tous ses chiffres. Le film Vintage nous a fait découvrir ou redécouvrir un film de guerre, même si c'était pas la sienne. Et enfin, nos recommandations en fin d'épisode. Avec moi, Christophe du site Critique d'un passionné et Olivier. Et peut-être qu'un jour, on reverra Florian, mais il nous a dit qu'il préparait son retour. Je suis Lilian et on commence tout de suite après la vérité. Avant de commencer, si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, allez-y, abonnez-vous sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, PodCloud. Vous nous mettez les 5 étoiles et ce ne sera que de l'amour. On est même évidemment aussi sur Facebook et sur YouTube. Abonnez-vous, là aussi. Christophe, salut. Bonjour tout le monde. Ou bonsoir, on ne sait jamais quand est-ce qu'on nous écoute, tu sais bien, hein, c'est toujours la même histoire. Et j'ai envie de dire, Olivier, salut. Mais personne ne nous répondra parce que c'est une émission un petit peu spéciale. C'est une émission dans laquelle on va faire un petit peu de montage puisqu'il n'y aura en direct que Christophe et moi. Olivier, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n'est pas avec nous ce soir, mais vous l'entendrez quand même donner son avis sur les films et évidemment aussi sur le film Vintage, Rambo, parce que c'est lui qui nous avait demandé effectivement de le revoir. Olivier va nous faire des petits, va nous faire des petits mémos vocaux et je les inclurai dans le montage. Donc vous étonnez pas si vous entendez pas tout à fait le même son quand ça sera Olivier qui parlera. Et on est très content parce que comme ça, on va pouvoir dire plein de méchanceté tous les deux sur lui. Il pourra pas agir avec nous. C'est bien ça, hein, Christophe? C'est pas mal, mais je crois que c'est le mauvais mois parce que il me semble que je suis plutôt raccord avec lui ce mois-ci. Très bien. Alors, est-ce que vous commencerez pas directement dans la sauce avec la grosse sortie quand même de ce mois-ci avec Chien 51? Est-ce que tu nous donnes, comme d'habitude, mon cher Christophe, le pitch? Alors, dans un futur proche, les Parisiens sont parqués dans 3 zones en fonction de leur classe sociale. Alors que l'IA Alma supervise le travail de la police, son créateur est assassiné. 2 policiers que tout oppose sont contraints de faire équipe ensemble pour mener l'enquête. Ah, c'était ça l'histoire. C'est méchant. C'était ça, parce que je me disais, il y avait des trucs que j'avais loupés. Allez, vas-y, je me lance en premier. Vas-y. Alors, j'avais pas détesté, j'avais plutôt même, on va dire, beaucoup bien aimé hein, le Bac Nord et j'avais bien aimé aussi le Novembre hein, de mince, c'est le nom du réalisateur. Jiménez. Merci Jiménez. Ça m'avait vraiment plutôt plu même, et je le trouve assez bon. Encore une fois, dans tout ce qui est scène d'action. Enfin, je veux dire, il y a une espèce d'énergie qui est très très forte dans sa façon de filmer les scènes d'action. Et le film, il est voilà, il y a une tension qui est là vraiment permanente. Le pitch, il peut être intéressant. Maintenant, voilà, moi j'aime bien quand on me raconte une histoire, et quand on me raconte une histoire, j'aime bien qu'il y ait une histoire. Et là, le scénario, il tient sur un timbre-poste, et je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui tient debout tout le long du film. Romain Duris, il vient faire une petite apparition, c'est sympa. Enfin, je trouve qu'il y a Gilles Lelouch a une super gueule. C'est un très 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 bon comédien. Évidemment, Exarchopoulos, pardon, est aussi magnifique comme comédienne. Enfin, je veux dire, je trouve qu'elle a toujours quelque chose à défendre dans ses personnages. Mais là, je les trouve en train de ramer tous les deux. Enfin, en tout cas, pas en termes de jeu, mais je trouve que leurs personnages, il n'y a rien. Et cette espèce de romance à laquelle on essaye de nous faire croire, de nous faire rentrer au forceps au niveau du scénario, elle est quand même terrible. Et même au niveau du scénario, enfin, encore une fois, il y a plein de résolutions que je trouve, mais tout est au forceps en permanence. Et c'est vraiment dommage parce que tu sens qu'il y a quelqu'un qui a un univers et qui nous propose quand même quelque chose d'assez fort. Alors, la portée politique hein, du film, je suis peut-être pas complètement certain d'avoir tout compris, et j'ai l'impression que ça a un petit peu
le cul entre deux chaises, sachant quand même Jiménez, le bac nord avait quand même été repris un peu aussi politiquement par la droite et un peu plus que la droite de la droite. Donc il y a une certaine ambiguïté, je trouve parfois dans son propos politique. Et donc c'est quand même malgré tout quelqu'un qui sait filmer vraiment les scènes d'action et tout ça. Mais le reste, je trouve pas ça dingue. Alors je comprends les références du film évidemment, et je trouve qu'il y a un grain, il y a quelque chose, mais je me suis tellement ennuyé. Christophe, défends-le s'il te plaît. Bah, tu as à peu près dit tout ce que je pense du film. Euh, donc, je vais faire assez court. Oui, c'est vrai qu'au niveau de la mise en scène, il a vraiment quelque chose. Jiménez, c'est une vraie réussite visuellement, son film. C'est travaillé, même le futur pour du cinéma français de science-fiction. Franchement, c'est la barre, elle est haute. C'est clair. C'est ce que le cinéma fait de mieux en SF. Il est là, il se pose bien. C'est beau, visuellement c'est beau, les scènes d'action sont vraiment efficaces. Il y a une scène de course-poursuite avec un drone là qui est. Ouais, t'es accroché à ton fauteuil, c'est très bien de ce côté-là, mais au niveau du scénario, oui, bah, c'est assez prévisible et cliché. Et puis même le twist final, je vais pas le révéler, mais tu as l'impression que le film veut pas prendre parti en fait. Et je sais pas, je vois pas où il veut mettre le message du film. C'était peut-être la même chose dans le bouquin, mais c'est là que je me dis que quand il fait Bac Nord ou Novembre, il a pris des vraies libertés sur la réalité. Il aurait pu prendre des libertés sur le scénario pour faire quelque chose qui fonctionne mieux au cinéma. Et peut-être que l'histoire était plus profonde dans le bouquin et il a voulu se concentrer sur l'action, et ce qui fait que on a l'impression qu'il manque quelque chose. Mais oui, c'est vrai que je me suis un petit peu embêté. Après, ça reste efficace, mais tu as une sensation de gâchis. Et puis au niveau du casting, oui, il y a un casting énorme, mais ils n'ont rien à manger. Et comme tu disais, la relation entre Lelouch et Exarchopoulos, bah, elle fonctionne pas. Et moi, je l'ai même trouvée assez malaisante, au point que je me disais que on va apprendre que c'est le père de Adèle. Ah, mais je me disais qu'on va apprendre ça à un moment. Je sais pas, moi, je buguais, je buguais. Mais bon, ça a le mérite d'être court quand même. Et ouais. Tu te rends compte, on doit dire d'un film qu'il a un mérite. Maintenant, c'est d'être court. C'est terrible. Il y en a un autre qui a un mérite d'être court, on en parlera tout à l'heure. Mais non, effectivement, ouais, je trouve qu'il y a, il y a tellement de problèmes. Et tu vois, si j'essaye de faire, bon, on est le 5 novembre au moment où on enregistre cet épisode, et j'aurai ensuite les mémos d'Olivier que j'intégrerai au montage dans les jours qui viennent. Mais dans l'actualité, il y a évidemment Shein là qui vient d'ouvrir sa boutique à Paris, là, aux Galeries Lafayette, je crois, c'est ça, ou BHV, je sais plus très bien. Bref, BHV. Ouais, BHV, et en fait, c'est comme si tu avais commandé Minority Report sur Shein, quoi, tu vois. Un peu ça. Et Après, j'espère que Olivier va nous le dire dans les chiffres que ça marche pas mal, parce que c'est quand même ultra ambitieux, et déjà oui. L'homme qui rétrécit, c'est un peu un bide. Si à chaque fois que la France fait de la SF, ça fait des bides, bah, ils vont arrêter de mettre de l'argent dedans, quoi. Surtout que le budget est quand même assez conséquent. Ouais, non, tout à fait. Et donc maintenant, bah, tout simplement, on va passer la parole à Olivier. C'est à toi, mon Olivier, pour donner ton avis sur Chien 51. Moi, Chien 51, j'ai beaucoup aimé. En tout cas, j'ai passé un bon moment. Alors, effectivement, il y a rien à retirer du scénario. Il y a pas grand-chose. Il y a des ellipses. Mais alors, c'est des fossés. Bon, la fin, on la sent un peu venir. Le traitement des personnages. On a vu mieux. Mais en fait, je vais dire un truc que j'aime pas dire d'ordinaire. Je trouve que c'est vachement bien pour un film français. Alors, je dis ça parce que, en fait, les critiques viennent souvent à dire ouais, bon, ouais, ça va. Je pense qu'on serait beaucoup plus tolérant si c'était un film américain. On dirait justement, ouais, j'ai passé un bon moment, c'est sympa.
Oui, ok, vite vu, vite oublié, mais voilà, j'ai passé un bon moment. Bah là, je suis désolé, c'est la même chose. Moi, je trouve ça super bien gaulé. C'est hyper bien filmé. Jiménez, il nous l'a prouvé avec Bac Nord puis Novembre que c'était un très bon réalisateur qui sait donner du rythme à ses films. Euh, Moi, je trouve que les deux comédiens, contrairement à certaines personnes, bon, ils défendent ce qu'ils peuvent. Encore une fois, c'est pas des personnages super bien écrits, mais euh, moi, je trouve qu'ils sont dans le film. Il y a un super casting. Euh, on sent que le réal a voulu faire plaisir aux spectateurs. Euh, les 40 millions de budget, perso, je trouve pas qu'ils font juste budget LED sur les voitures. Il y a des vrais effets spéciaux qui sont loin d'être dégueulasses. Il y a un vrai rythme, encore une fois. Euh, la scène de la poursuite d'Exarchopoulos par les drones est montée hyper efficacement. Voilà, c'est un bon film de distraction et je pense qu'on serait moins dur avec lui si ça avait été une bonne série B américaine. Là, voilà, c'est normal, un film à gros budget français, euh, alors qu'effectivement, encore une fois, ça serait une bonne série B, ne serait-ce qu'en termes de budget si c'était les États-Unis. Euh, Moi, j'ai passé un très bon moment. Voilà, je ferai pas une disserte dessus. Euh, il est très améliorable. Euh, de ce que j'ai compris, moi, j'ai pas lu le livre. Hein, de ce que j'ai compris, ils ont quand même pas, je dirais, gardé le pitch de départ. Ils ont tourné autour du sujet pour en faire vraiment un thriller un peu futuriste, alors qu'on est plus dans quelque chose dans le style Fondation en ce qui concerne le livre. Mais voilà, non, encore une fois, j'ai passé un bon moment. Euh, et j'ai un peu l'impression que c'est ce qui compte et qu'on devrait retenir de ce film. Eh bien, mon cher Christophe, est-ce qu'on passerait pas maintenant au nouveau film, tant attendu, en tout cas de mon côté, c'était très très attendu, le nouveau film de Catherine Bigelow, House of Dynamite. Le jour où un missile nucléaire d'origine inconnue décide de pointer le bout de son nez, toute la puissance américaine semble démunie. Les différentes institutions vont passer d'une assurance arrogante à la panique totale en se rendant compte qu'une seule chose ne peut pas s'acheter, la certitude. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, mon cher Christophe? Alors moi, j'ai découvert que ce film était en préparation quand tu nous as dit qu'on l'ajoutait au podcast. Je n'étais pas au courant. Et pour le coup, ça a été une bonne surprise de découvrir un nouveau film de Catherine Bigelow, Ouais, c'est c'est comme ça ça. qu'on dit. Ouais. Et on retrouve toutes ces thématiques de prédilection. On retrouve l'armée, les institutions, la tension morale vis-à-vis des catastrophes. On retrouve sa mise en scène qui est nerveuse, c'est très immersif, c'est filmé caméra à l'épaule, ça fait monter la tension très très vite. Et d'ailleurs, le film est monté en 3 actes qui vont Mhm. reprendre les mêmes événements de 3 façons différentes. Et le premier acte, pour moi, c'est un chef-d'œuvre de thriller politique. Mhm. J'étais accroché à mon fauteuil, ça monte crescendo et ça s'arrête pas de monter. C'est hyper angoissant. Et ça nous fait un film anti-spectaculaire parce qu'on ne voit rien. On est vraiment un peu comme le film qu'il y avait eu sur les attentats de Munich. Mhm. J'ai oublié le nom, mais en début d'année où on était avec Ouais, les journalistes. avec les Là, on journalistes, est ouais. Ouais. voilà, on est avec eux. Ils ont cette crise nucléaire qui leur tombe sur la tête. Ils essayent de la contrer et on est vraiment la caméra est focalisée sur les visages, sur les sentiments des personnages. Mais par contre, moi, le côté de film en 3 parties, c'est aussi le plus gros défaut du film, c'est que la première partie, c'est d'une efficacité mais redoutable, mais chaque partie qui redémarre la même histoire avec un autre point de vue, moi, la tension, elle baisse à mourir parce que ça reprend les mêmes événements, ça reprend même souvent les mêmes dialogues. Il n'y a pas assez de nouveautés pour moi et ça fait que, heureusement qu'il n'y avait pas un quatrième acte parce que moi, je commençais un peu à m'ennuyer. Mhm. Et après, ça reste vraiment bien foutu. La fin, j'ai entendu de partout être divise à mourir. Moi, je trouve la fin géniale parce que Mhm. justement, c'est pas le sujet du film Bien, et bien sûr. elle se concentre sur le sujet de son film.
Mais ouais, j'ai quand même une petite déception. Je pense que le film, en ayant suivi chronologiquement les événements, mais c'est vrai que les événements se passent sur une vingtaine de minutes, ça aurait fait peut-être court ou faire en sorte que ça dure sur plus longtemps, je ne sais pas. Mais ouais, ce côté en 3 actes, moi, m'a un peu plombé l'œuvre. Ça reste un bon film, hein. Hmm. Mais comparé à la première partie qui est un chef-d'œuvre, j'ai cette petite déception. Alors, je comprends complètement tes arguments. Alors c'est vrai que moi j'ai découvert le film aussi. Tu vois, j'avais pas entendu parler qu'il y avait 3 parties. Et donc c'est vrai que à partir du moment où la première partie s'achève et qui est extraordinaire, encore avec une fois aussi Rebecca Ferguson qui est quand même une comédienne, la comédienne, je dirais presque du moment. C'est hyper fort. Et le fait de repartir à zéro, alors c'est vrai que d'un coup c'est un autre angle parce qu'on voit un autre angle politique pour terminer sur, en tout cas la grande décision, enfin le dernier angle vraiment sur la tête de l'État. Je pense que on comprend le propos que c'est de dire bon bah voilà la puissance la plus grande puissance militaire du monde qui est préparée à tout, bah, elle est peut-être pas tant préparée que ça, et que à tous les niveaux, bah, on va voir le troufion chialer parce qu'ils ont raté d'intercepter le missile, au président qui putain qu'est-ce que je dois faire. Et donc c'est finalement c'est très pessimiste quand même comme film. Ça, on peut pas dire le contraire, et que elle enfonce le clou, mais vraiment jusqu'au bout. Et et évidemment, sans parler de la fin, j'aurais été déçu si on avait eu un certain nombre de réponses, puisque évidemment le sujet du film, c'est bah voilà comment ça fonctionne à l'intérieur de euh, à tous les niveaux en cas de devoir réponse de réponse nucléaire. Évidemment, comme tu l'as dit, je vais pas le redire, Catherine Bigelow est une immense metteuse en scène. Vraiment, le montage, il est extraordinaire. Enfin voilà, elle sait toujours placer sa caméra forme documentaire. C'est très 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 fort. Euh, et après, je comprends aussi les déceptions et je comprends ce que tu dis sur la tension. En fait, moi, après après la première vision, on va dire, la première partie, bah, la deuxième, j'étais un petit peu en dessous, même si on a des clés de lecture différentes. Alors tu dis que c'est les mêmes dialogues, mais tout d'un coup les mêmes dialogues, ils sont replacés dans un autre contexte, et donc on comprend mieux la situation qui est en train de se passer. Et en fait, on a une vision globale. Et c'est quand même un film qui te force à réfléchir en permanence, qui t'oblige, qui joue aussi avec toi, parce que tu recadres. Tu arrives à recadrer des éléments que tu as entendus dans la première partie, que tu as vu dans la deuxième partie, puis dans la troisième partie, tu arrives à remettre un petit peu, à reconstituer tout ce qui se passe en même temps. Euh, Bizarrement, ça m'a fait penser. Alors, vous l'avez fait sans moi, mais je l'avais fait avant vous, le Ground Zero à New York. Et quand vous êtes dans le musée, bon bah tu te promènes à l'intérieur de ce musée, et puis tu as tous les événements en temps réel. Et c'est quand même, d'un point de vue émotion, c'est quand même très très fort. Et c'est marrant parce que j'ai senti ça plutôt dans ce film. Après avoir dit tout ça, et après quelques jours, après avoir vu le film, euh, je, je révise le film finalement un petit peu à la baisse. Mais est-ce que je révise pas aussi encore un petit peu ce film à la baisse parce que, encore une fois, je l'ai vu sur une télé et pas au Cinoche. J'ai l'impression que j'aurais eu une tension de fou, et peut-être que je l'aurais apprécié différemment au Cinoche. Est-ce que toi, ça te donne le même sentiment, ou tu es vraiment sur ton même avis? Alors oui, après c'est toujours le même débat. Le Oui, oui, film je sais sur bien. grand écran Mmh. avec le travail sur le son, tu beaucoup plus oppressé dans un fauteuil de cinéma que devant une télé, il y a pas photo. Après, elle réussit quand même son truc, ça met quand même, bien, le doigt sur, tout ce qui est, bah, la dissuasion nucléaire, le fait qu'il y a, tu sais, des armes de dissuasion. On tire un missile nucléaire sur un pays aujourd'hui, le pays répliquera automatiquement. Et Mmh. si le pays n'a pas d'armes nucléaires, c'est les autres pays qui vont répliquer à sa place. Là, le problème du film, c'est qu'ils savent pas sur quel pays ils doivent tirer parce qu'on ne sait pas Ouais, ils disent d'où Corée vient du le missile. Nord, Russie. Et de même, on ne sait pas, est-ce que c'est un vrai missile? Est-ce que c'est pas, un Mmh. leurre ou quoi? Et donc tous les protocoles de cette grande puissance, américaine qui sont sur le papier infaillibles, elles deviennent tout de suite, bah, plus si infaillibles que ça, et les conséquences deviennent terribles à assumer, et elles doivent être assumées par, bah, des personnes qui sont humaines. Le protocole a beau te dire ça, là, au bout du doigt, tu as des millions de vies en jeu, et Mmh. de ce côté-là, elle réussit très bien son film.
Voilà, et ben maintenant, je vais passer la parole à Olivier pour qu'il nous donne quand même son avis sur House of Dynamite. Alors, en ce qui concerne House of Dynamite, euh, ouais, j'ai pas été super convaincu. J'en attendais peut-être beaucoup parce que je suis un gros fan de Catherine Bigelow, que ce soit euh, ses derniers films qui sont plus des thrillers politiques, sa série dans l'armée, que ce soit Zero Dark Thirty ou des mineurs auparavant. Bon, j'avais été relativement déçu aussi par Détroit, mais même ces polars ou films d'action, enfin bon, culte Point Break, même je sais pas si vous vous souvenez de Blue Steel avec Jamie Lee Curtis. Euh, c'est une réalisatrice terriblement efficace, qui a un sens du rythme, qui sait nous accrocher à notre fauteuil. Euh, Là, très sincèrement, ouais, voilà, dire que j'ai pas aimé, très déçu. Je trouve qu'elle, c'est très subjectif, hein, mais qu'elle rate ce vers quoi elle veut aller. L'idée, encore une fois, on prend toujours cet exemple, hein, à la Rashomon sur le point de vue multiple. Euh, Là, finalement, je trouve qu'il y a plein de moments où c'est pas d'un intérêt fou. Euh, euh, c'est pas juste un point de vue différent. Presque on nous remontre la même chose avec un angle de caméra différent. Euh, euh, alors c'est peut-être plus ludique. J'ai aussi l'impression que c'est pour faire passer les 13 minutes du point de non-retour. Euh, voilà, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, ce concept. Et toujours vu ce concept, euh, là c'est peut-être plus voulu. Euh, je trouve qu'on s'attache à aucun des personnages. Rebecca Ferguson qui est très bien, mais bon, elle arrive. Pourquoi Rebecca Ferguson finalement? On aurait pu prendre n'importe qui. Oui, voilà, on la voit un petit peu. Idriss Elba, on le voit un peu plus en président américain. Oui, il a peut-être plus de présence, mais euh, pareil, pas convaincu. Je trouve aussi, par exemple, que ça a beaucoup moins de finesse que pouvait l'avoir Zero Dark Thirty ou des mineurs. Encore une fois, tout ce qui est, par exemple, dans les films que je viens de citer, on était dans le moment pur, donc on savait pas trop d'où venaient les personnages, euh, euh, leur background, un petit peu plus dans des mineurs dans mes souvenirs. Je l'ai pas vu depuis longtemps, mais là tout ce qui est du domaine du du perso, des personnages, j'ai l'impression que c'est là pour amener du drama. Encore une fois, ça c'est pas d'une grande utilité. Euh, je voudrais pas trop spoiler, mais ce qui arrive au chef du Pentagone, c'est en fait à la fin on se dit oui, pourquoi ça c'est pas d'un qu'est-ce que ça emmène, voilà, à part ramener du drama au milieu de cette tension, on n'a pas spécialement besoin. Euh, oui, c'est immersif, mais il y a plus ce truc quasi documentaire qu'il y avait dans ses précédents films, même dans Détroit. Euh, donc, euh, donc voilà. Et puis bon, on va quand même en parler. Puis de toute façon, ils en parlent dans plein d'articles. Pareil, pas convaincu par par cette fin ouverte. Alors qui est certes, et c'est assez original, qui est volontairement anti-spectaculaire vu le sujet, et qui selon Catherine Bigelow je la cite, doit surtout amener le spectateur à se questionner. Euh, Ouais, je pense qu'on peut aussi se questionner avec un film un, un- qui va de son idée de A à Z, qui la coupe pas d'un coup, voilà, avec cette fin ouverte. Euh, pour moi, ça reste un peu. Alors cette fin et même l'ensemble du film finalement reste un peu artificiel et vaine. Voilà. Après, il y a plein de bonnes choses. Encore une fois, le sens du rythme, du montage, les acteurs jouent magnifiquement bien. Euh, et en ce qui concerne la mise en scène,
j'avais peur encore une fois de me dire, comme on avait parlé de Last Bus le mois dernier, de me dire mince, c'est un film que j'aurais peut-être aimé voir sur grand écran. Là, je trouve que c'est filmé intelligemment avec des cadres restreints. C'est pas un film à grand spectacle, ce que pouvait l'être, euh, par exemple, Zero Dark Thirty. Malgré le côté politique, la thématique sérieuse, évidemment, ça restait un film spectaculaire de cinéma. Là, voilà, c'est très finement joué de voilà de ces cadres qui en font. Je dis pas ça dans le mauvais sens du terme, hein, mais un, un téléfilm. Donc voilà, mais sur l'ensemble, ouais, réellement pas convaincu. Et l'un des derniers films qu'on a vu en commun, après on parlera aussi très rapidement quand même des autres films qu'on a vus chacun dans notre coin, il était attendu. Voilà, après le Alien Earth sur Disney, qu'est-ce que vaut ce Predator Badlands? Est-ce que tu as préparé un petit pitch quand même là-dessus ou pas? Ouais, très rapidement, parce qu'on en sort tout juste. Ouais. Alors, Disney nous invite à rejoindre le gentil Predator et sa bande de nouveaux copains pour aller tuer le gros méchant pas beau et se réconcilier avec sa tribu. Voilà, je vous ai raconté tout le film, sauf le twist final de qui est le gros méchant pas beau. Et est-ce que c'est tellement attendu? Ah, vas-y, allez, lance-toi, parce que je sais que tu viens de faire une critique qui m'a fait beaucoup rire, donc. Bah, je vais quand même commencer. C'est pas que une purge. Je suis vraiment, je suis hors de moi du film. J'ai été dégoûté en sortant de ma séance, mais il y a quand même de bonnes choses. Visuellement, c'est du grand spectacle. Ça en met plein les yeux. C'est extrêmement généreux en scènes d'action, en effets spéciaux. Le bestiaire est vraiment varié et inventif. De ce côté-là, tout ça, ouais, ça marche bien. Et puis même au niveau le Predator, tu vois qu'il n'est pas en image de synthèse. Ils ont fait des prothèses et des effets pratiques. Et il est palpable à l'écran. Tout le côté spectacle fonctionne bien. Le film dure 1h47. Je suis énervé contre le film et je peux pas dire que je me suis fait chier devant le film. Je me suis tapé la tête plein de fois, un peu comme le Star Wars 8, où ça me rendait fou à chaque scène. Mais le spectacle est là, ça, il y a pas photo. Après, le souci, c'est que à un moment, quand tu reprends une franchise, il faut que tu la respectes. Et là, de fait, de faire du Predator le protagoniste, c'est une très bonne idée. Ça, tu as le point de vue du méchant, sauf que en fait, tu n'as pas le point de vue du méchant parce que c'est un Boy Scout, c'est un gentil gars, en fait, ce Predator-là. Et puis, il est un et peu puis rustre. Il est juste un peu rustre. c'est ça. Et puis, Ouais. ok, il finit par rencontrer. Alors, toute la première partie, c'est son dialogue, donc, ou très peu de dialogue parce que il y a Bon, vraiment. si, il y a un dialogue. Au Lui, début, ouais, il parle avec son frère, il parle avec son père. voilà, l'ouverture, mais à partir du moment où il est sur la planète. Alors, moi, j'avais pas vu de bande-annonce, rien. Et à partir du moment où il est sur la planète, il est tout seul, donc il n'y a plus de dialogue. Il découvre la planète jusqu'au moment où il rencontre cette fameuse androïde. Et là, c'est là que le film commence un peu à partir en sucette avec moi parce qu'elle se met à parler et les trois quarts du temps, c'est pour soit faire des blagues plus ou moins drôles, soit pour essayer de nous faire pleurer, mais ça marche pas. Et puis de le faire paraître gentil, c'est ça. Et puis alors après, ça devient un buddy movie et jusqu'au moment où arrive la fameuse mascotte, il y a une bestiole qui arrive, mais le petit dinosaure de Jurassic Park, c'était bien à côté. Là, c'est genre bébé Yoda qui atterrit dans le monde de, C'est de Predator. Lilo et Stitch, quoi, d'un coup. Et c'est ça, Lilo et Stitch. C'est Ouais. genre, tu te dis, Disney s'est dit, bon, allez, avec Predator, on va vendre des peluches pour Noël, quoi. Le film est beaucoup plus familial que les autres. Il est beaucoup moins violent, beaucoup moins brutal. Il n'y a pas de sang parce que Il n'y a pas de sang. enfin, il y a du sang, mais c'est le sang des monstres. Il est bleu ou quand les droïdes, le sang est blanc, lui, le sang est vert. Donc il y a du sang, mais le sang fait dessin animé. Non, Et donc, ouais. ouais, le ton, il y a une rupture de ton, il y a un changement, mais non, j'attendais pas ça du tout. Non, mais C'est pas aussi mauvais que le Alien, mais ça reste une grosse déception pour moi. que le Alien Earth, tu veux dire.
Oui. Oui. Mais ce qui est drôle, c'est que dans le Alien Earth, ils essayent ils communiquent avec l'alien, et là, maintenant, ils communiquent avec le Predator. Et en fait, tu dis effectivement, le film est beau, il y a des beaux effets spéciaux, même si le premier combat entre les deux refs, c'est quand même du globi-boulga numérique, hein, tu sais pas qui est qui, tu peux pas t'attacher à quoi que ce soit. Ça balance quand même très 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 vite en termes de scénario, les mecs. On a compris toutes les épreuves qui viennent, la Terre, la Terre sur laquelle il est projeté, qui est hyper hostile. Bon, on voit très bien qu'il va utiliser tous ces trucs-là pour se retourner à la fin. Et évidemment, le côté buddy movie là avec cet androïde, tu sens en plus tous les trucs arriver. Évidemment, alors ça, il y a même plus de secret, hein, parce que de toute façon, il y a eu des films Alien contre Predator. Donc Alien et Predator depuis plus de 20 ans. Je sais plus de quand date le premier Alien versus Predator. Mais à la base, c'était des comics, Aliens versus Predator. Oui, mais on sait que là, dans les films, les deux coexistent dans le même univers. Tu vois. Donc là, maintenant, c'est encore plus affirmé, sachant que le synthétique, enfin la synthétique, vient de Witani, je sais plus, bref, Mutani, je sais plus quoi, qui est vraiment à chaque fois l'expédition qui a envoyé le premier vaisseau, le Nostromo, dans l'espace dans Alien. C'est cette corporation-là. Il parle de Mother, qui est l'espèce d'ordinateur central qui prend toutes les informations. C'est ni fait ni à faire, bien évidemment. Je suis 100% d'accord avec toi. Le fait, en fait, tout simplement, comme tu dis, d'en faire un boy scout, il est désacralisé en permanence. C'est-à-dire qu'il désacralise totalement le Predator. En faisant un pote avec qui tu as envie de partir à la chasse, tu vois. Enfin, bon, j'aime pas la chasse, mais je pourrais imaginer. Et l'alien, ils en font un clébard qui répond au sifflet. Donc c'est débile. Et en plus, dévoiler la fin, non, il n'y a même pas besoin, mais la dernière image, ils te disent attention, on prépare le deuxième. C'est pas possible. Je vous en supplie, n'allez pas voir ce film ou attendez que ça sorte sur des plateformes et tout ça. Ça va vite être le cas parce qu'il y a vraiment zéro intérêt. Moi, j'adore cet univers. Enfin, je veux dire, Predator, le premier film, évidemment, c'est un film qui... Même le 2, j'ai beaucoup d'affection pour le Predator 2 avec cette baston avec Danny Glover. Mais là, en fait, le fait de tout voir de ces monstres-là, qui sont iconiques, mais tu les démythifies totalement et il n'y a plus d'intérêt. Et puis, le nombre de fois où effectivement le Predator passe son temps à ouvrir la bouche et puis à gueuler, c'est insupportable. T'as l'impression qu'il y a une gimmick dans le film et les mecs poncent cette gimmick, mais jusqu'au bout. Et ouais, non. Et puis alors, bon, je parle évidemment pas de la mascotte qui touche sur le mode du Groot. Enfin, il y a Groot, après il y a Baby Yoda. Il y avait un petit côté Gollum aussi, avec ses grands yeux là. Ah, mais quand avec ça, on va rajouter le Alien qui va leur servir de chien, on va se régaler. Hein. Le Alien versus Predator, ça va être... le film, il va être merveilleux. Ça va être une purge finie. Bon, bref, voilà, n'allez pas voir Predator Badlands. On a été souffrir pour vous. Si vous aimez voilà, les effets spéciaux, ça reste visuellement... Oui. Voilà, c'est un divertissement, c'est un truc de parc d'attraction. C'est pas un spectacle de parc d'attraction. Mais n'y allez pas. Moi, je voulais bien qu'on parle en quelques mots quand même, tu vois, d'un ou de quelques films qu'on a pu voir ce mois-ci, parce qu'on n'en a pas vu beaucoup en commun. Si tu me permets, je voudrais commencer en parlant de... Alors, toi, je crois que tu l'as pas vu, L'homme qui rétrécit, c'est ça ? Non, je n'ai pas vu. Bon, voilà, L'homme qui rétrécit. Bon, on connaît tous ce truc et tout. Je crois que ça bide un peu quand même, hein, si je dis pas de bêtises. Toi, tu t'as pas les chiffres. Même. Ouais, ça bide beaucoup. C'est un peu triste parce que c'est une proposition, c'est un genre. Alors, évidemment. Et c'est 20 millions d'euros de budget, je crois. C'est voilà. un gros budget. Alors, évidemment, c'est très impressionnant comment c'est fait. C'est assez, ça peut être un peu, il y a des côtés un peu radicaux dedans, mais vraiment moi ce qui tue le film, c'est la voix off tout du long qui nous explique par des espèces de trucs un peu
philosophico de Pastis 51 à 10h du matin au Troquet du coin. Enfin, pas que le premier, en plus, Pastis 51. Non, merci. Non, merci. Ne fais que des films, occupe-toi de l'image, garçon, parce que c'est ce que tu sais bien faire. Dujardin est vraiment vachement bien. Dans un rien, il fait passer beaucoup de choses et ce concept de tout ce qui se rétrécit, enfin que lui qui se rétrécit, tout qui s'agrandit. Moi, je me suis caché les yeux avec l'araignée. Je veux pas en entendre parler. C'est pas mon délire. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'en fait cette voix off, elle a été rajoutée par je ne sais plus qui est le distributeur ou producteur. Mais je suis certain que le film sans la voix off, il gagne vraiment des points. Voilà, visuellement c'est une tuerie. Dujardin est comme à son habitude très très bien. Mais personne descend dans cette cave. C'est fou quoi. Parce que je me dis le mec il a disparu depuis des mois et personne descend dans la cave pour aller prendre une bouteille ou quoi que ce soit. Personne descend dans la cave. Donc rien que là, le scénario, tu dis, bah il y a peut-être un problème quoi. Donc voilà. Est-ce que toi tu voulais nous parler d'un autre film que tu as vu? Oui, je voulais parler d'un film d'animation français, Arco. C'est un film de science-fiction en animation 2D. C'est l'histoire dans un futur très éloigné. Il y a un petit garçon qui récupère la cape de sa sœur qui permet de voyager dans le temps et il va se retrouver piégé en 2075, donc dans un futur aussi, mais beaucoup moins éloigné. Et il va rencontrer une petite fille qui va l'aider à retourner chez lui. Et visuellement, c'est vraiment très beau. C'est de l'animation 2D, mais c'est vraiment riche. Les décors sont extrêmement travaillés. C'est gavé de couleurs de partout. Il y a un petit côté Miyazaki dans le style d'animation, sans atteindre les chefs-d'œuvre du maître. Mais Tu il y a parles mieux le japonais que l'anglais. ta gueule. Mais même si dans la façon de dessiner, il y a ce côté Miyazaki, il fait pas du plagiat, il affirme son propre style avec ce côté futuriste, poétique et ultra coloré. Et il y a une super musique aussi j'avais noté Arnaud Toulon. La musique est vraiment très belle. Ouais. Et l'écriture est assez excentrique, avec notamment il y a 3 personnages secondaires et burlesques qui apportent beaucoup d'humour. Le film est destiné aux plus jeunes, mais les thèmes abordés sont assez profonds, comme la solitude, l'écologie, le rapport aux machines. Et donc, même en tant qu'adulte, on peut y trouver du plaisir. Et puis, c'est empreint d'une poésie et d'un espoir assez magnifique, notamment par ce futur de 2075 qui est vraiment dystopique, où la nature bouffe les humains, ils ont perdu le contrôle sur la nature, alors que le futur d'Arco, on voit qu'ils sont eux en harmonie sur la nature. Donc tu te dis qu'arrivé un moment, l'être humain réussira à prendre le dessus et à réaliser qu'il fait un peu des bêtises. Mais après, le scénario est quand même assez prévisible. Alors, c'est peut-être le côté que ce soit quand même écrit plus destiné aux enfants qu'aux adultes. Et puis, il faut aussi adhérer avec l'humour qui est souvent assez enfantin. Mais les thèmes abordés ont réussi à me toucher. Et le dernier acte est vraiment maîtrisé. Et c'est un très bon dessin animé familial que j'encourage à voir. Et puis, Cocorico, c'est français et c'est très bien fait. Moi, je voulais parler aussi de Deliver Me from Nowhere, je te demande pas de le dire, qui est un film que j'attendais moi beaucoup sur Bruce Springsteen. Alors, je connais pas très bien la carrière de Bruce Springsteen, j'étais pas au courant de ce qui se passait à ce moment-là. Alors, c'est marrant parce que c'est un film qu'on peut mettre en parallèle avec Perfect Unknown, puisque dans Perfect Unknown, c'est le moment où Dylan va passer du folk, enfin en gros de l'acoustique, à l'électrique. Et là, c'est complètement le contraire. Il sort du grand succès de The River avec Born to Run, etc. Et je crois que c'est 81, 82, quelque chose comme ça. Il va enregistrer, il va s'isoler et puis il va enregistrer un petit album dans sa piole, l'album qui va devenir donc Nebraska. Et ça va être une torture. En fait, c'est à ce moment-là, on nous présente un Springsteen très déprimé, qui se rappelle de son enfance avec son père, violent mais pas que. Et il se passe quelque chose à travers ça. Il est décrit comme un sale type, assez clairement. Et alors c'est évidemment 2 heures de film pour finir chez le psy.
enfin pas vous en tant que spectateur, mais lui, hein, on a envie de lui dire quand même dès les 5 premières minutes, va quand même chez le psy. Mais il y a quand même pas mal de trucs parce que Jeremy Strong qui joue son agent va un peu à l'inverse de tous les agents qu'on voit à chaque fois des super rostas comme ça. C'est un mec qui l'accompagne, qui lui dit en gros, il faut que tu deviennes toi-même. C'est pas grave si le disque se vend pas, il faut que tu deviennes toi-même. Et c'est assez amusant parce qu'après, après le film, je me suis retrouvé à écouter cet album Nebraska que j'avais dû écouter une fois au loin, et d'un coup, ça m'a donné un vrai plaisir d'écoute de cet album que j'écoute maintenant vraiment différemment parce qu'on le voit tout le long du film enregistrer cet album. Bon, évidemment, il y a le passage en plein milieu où il chante Born in the USA, mais c'est pas une chanson qui va faire partie de cet album, c'est une chanson qui va faire partie de l'album d'après. Et toute la difficulté du film, c'est en gros d'expliquer comment ils vont réussir à transposer ces bandes qui sont un petit peu dégueulasses en son adaptable sur le vinyle de l'époque. Donc même quand vous l'écoutez aujourd'hui, vous entendez un petit peu ce son un peu particulier. Jeremy Allen White n'est pas Bruce Springsteen. Il l'évoque juste ce qu'il faut en chantant avec la lèvre là qui tombe un petit peu comme ça. Et je trouve que moi je le trouve vraiment très très bien. Après, c'est pas un grand film. Je pense que ça reste en dessous de A Perfect Unknown, mais qui vaut quand même le coup d'œil. Et d'une certaine manière, ça m'a donné envie d'écouter Springsteen. Est-ce que tu as un autre film dont toi tu voulais nous parler? Non, moi, ce sera bon. Eh ben, moi, je vais terminer juste un petit peu rapidement quand même sur La femme la plus riche du monde. Enfin, il y a quand même 2 films dont je veux parler, mais hyper rapidement. Juste La femme la plus riche du monde, avec Isabelle Huppert et Laurent Lafitte dans un rôle alors, on sait qu'ils ont adapté un peu l'histoire de Liliane Bettencourt et de François-Marie Bagné, le photographe qui l'a escroqué de millions et de millions, je ne sais plus combien. Le film est malheureusement un peu trop long, je pense, ce qui nuit à la férocité. Alors, il y a une férocité quand même qui est très très forte dans la première partie. Laurent Lafitte est extraordinaire. Vraiment, Isabelle Huppert, et c'est pas une comédienne que j'apprécie à la base, mais là je la trouve merveilleuse. Mais Laurent Lafitte a un rôle de dingo. Il est mais horrible tout le temps et il est à mourir de rire. Il est vraiment assez extraordinaire. Et là, pour le coup, je sors d'un petit coup de cœur quand même. J'avais envie d'en parler du film de Jérôme Commandeur, T'as pas changé. Il y a aussi encore Laurent Lafitte, qui est encore merveilleux, qui fait une espèce de vieille star des années 90, là, qui est dans un quart des années, enfin, un vieux chanteur, en gros, des années 90, avec les Worlds Apart, etc., Indra, L'âme et compagnie. Mais le film n'est pas sur ça, c'est sur film de 3 potes qui se retrouvent un petit peu à se retrouver ensemble sur la mort du 4e. Alors, le pitch est assez simple, mais il y a, je trouve, une vraie sincérité dans l'écriture de Jérôme Commandeur, qui a coécrit, je crois, le scénario. Je pense que j'ai vu que c'est sur le générique de fin que c'était une adaptation d'un autre film, mais c'est vachement fin, je trouve. Il y a Vanessa Paradis qui est extraordinaire, mais vraiment extraordinaire dans le sens où on l'a jamais vue comme ça. À un moment, elle est complètement pétée. Elle a une scène qui est à mourir de rire. Elle est vraiment extra, mais vraiment, je pèse mes mots, c'est vraiment à voir. Ne serait-ce que d'aller voir ce film, c'est une composition d'acteurs qui rappelle évidemment Un éléphant, ça trompe énormément, et ce genre d'ambiance. En tout cas, il y a plutôt une jolie réflexion sur la vieillesse, sur ce qu'on était, sur ce qu'on est. Alors, c'est pas exempt de tout défaut, bien sûr. Je pense qu'il y a des choses qui passent un peu rapidement, peut-être même au montage. Mais le film, tu ressors du film quand même avec quelque chose de vraiment sympa et un quatuor de comédiens qui fonctionne très très bien entre Jérôme Commandeur, Vanessa Paradis, Laurent Lafitte et François Damiens, qui est un petit peu en retrait dans son personnage de gros con. Mais il y a vraiment, j'ai trouvé que c'était plutôt une surprise, plutôt une bonne surprise, et j'y suis allé parce que j'avais vu que des très très bonnes critiques et je suis passé devant le Cinoche, j'ai vu que c'était la séance, je me suis dit allez tiens hop, je vais prendre là les 2 heures. Vraiment, si vous avez le temps, allez voir, T'as pas changé. Et petit clin d'œil à Jérôme Commandeur, avec qui je partageais une chambre de 12 mètres carrés il y a de ça à peu près 20 ans au Festival d'Avignon. C'était assez rigolo et je trouve qu'il fait une sacrée carrière. On passe tout de suite à la prochaine rubrique après cette virgule.
Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on en pense dans le monde merveilleux du cinéma au mois d'octobre? Évidemment, on va être obligé de... Il y a encore une disparition, et pas des moindres, qui est arrivée il y a, je crois, le 31 octobre. La disparition de Tchéky Karyo, qui était emporté par un cancer à l'âge de 72 ans. Des gros films, des grands films. Est-ce que toi, il y a un film qui t'a le plus marqué avec Tchéky Karyo, ou est-ce que c'est un acteur qui te marquait? Oui, c'est un acteur qui m'a marqué, même si c'est ce qu'on appelle un second couteau du cinéma, mais c'est Hmm. un des seconds couteaux les plus populaires. Les Je plus pense que aiguisés le aussi. je pense que le seul film où il avait la tête d'affiche, c'est L'Ours, et encore, L'Ours lui vole la tête d'affiche justement. Hmm. Mais sinon, moi, je retiendrai surtout, Nikita. Je pense que c'est par là que j'ai découvert, Ouais. et bah, c'est cette relation qu'il a avec Nikita, ouais, ça m'avait marqué. Après, je l'ai vu dans plein d'autres films en tant que second rôle, et c'était un bon acteur. Il aurait mérité d'avoir ses films à lui, je pense. Il avait la carrure pour. Et puis, Ouais. c'était une Ouais. vraie gueule de cinéma aussi. Oui, une vraie gueule de cinéma, et je trouve que c'était un... Il amenait toujours... Enfin, très, très inquiétant, on lui a filé des rôles quand même aussi d'un certain nombre de méchants. Et je me rappelle très bien dans Nikita, là, cette scène de... Alors, parce que je l'ai revu, qui est passé sur les réseaux au moment de sa mort, cette scène où il donne à Nikita le flingue et tout ça pour aller tuer quelqu'un dans un restaurant et tout. Et, et il exprime rien, très peu, et c'était toujours très très en intérieur, voilà, j'allais dire le contraire, en surface. Justement, il y a rien qui monte, il ne montre rien en surface, un jeu toujours très très intérieur, et pour le coup, mais d'une menace qui était un petit peu flippante. On va passer peut-être sur l'affaire Sacré-Cœur. Je sais pas si tu as entendu parler de ça, là, de ce film très très Jésus, très Alors, très... j'ai entendu qu'il y avait une polémique sur le film, mais je ne suis pas au courant de la polémique. Ouais, en gros, il y a eu une polémique. Alors, je crois que c'était. J'avais la news qui était là, c'était Média Transport. C'est la régie publicitaire qui a refusé la campagne d'affichage du film, qui était jugé trop confessionnel et prosélyte. Parce que le film, c'est un docu-fiction qui relate les apparitions de Jésus à Sainte-Marie Marguerite à la coque apparaît le monial. Alors là, je lis, hein, c'est pas, je le connais pas par cœur. Il y a 350 ans. Et visiblement, le film, il est quand même assez soutenu par une certaine frange d'extrême droite. Et, et donc voilà, il y a des petites polémiques tout autour de ça. Donc, j'ai pas vu le film, je ne sais pas. J'ai vu quand même quelques notes, quelques sacrées bonnes notes sur Allociné. Alors, j'ai l'impression que les petits haineux d'extrême droite, dès qu'ils jugent un film wokiste, ils ont le clavier très très lourd quand il s'agit de descendre un film sur Allociné et de mettre des mauvaises notes. Mais ils sont aussi présents pour défendre voilà, des films qui sont peut-être dans leur mouvance ou dans leur croyance. Et voilà, ils sont très très forts, ces gens. En tout cas, ils sont actifs. J'ai vu dans les news qu'il y avait eu un festival, c'est ce qu'on appelle le festival Lumière à Lyon, et que Michael Mann a reçu le prix Lumière 2025. Euh, je crois que oui, c'est ça. Oui, il a reçu le prix Lumière, Lumière 2025. En fait, c'était juste l'occasion pour moi d'essayer de vous faire parler, en tout cas toi déjà de te faire parler, de Michael Mann, moi que je considérais toujours un immense réalisateur. Est-ce que toi, tu as un film préféré de Michael Mann de ton côté? Le prix qu'il a reçu, c'est pour sa carrière ou pour un film Je crois que c'est pour... Alors, ce qui va sortir Ferrari, je crois que c'est ça. Mais je pense que ça le récompense plus pour sa carrière, ouais. Ok. Voilà. Oui, non, moi, c'est un réalisateur que. Alors, j'aime plus ses films avant, genre Mm. Ali, Ali Hit plutôt, Oui, bien sûr. qui est un véritable monument du cinéma, et Bien c'était sûr. la rencontre entre De Niro et Pacino. Qui doit durer 10 minutes. C'est ça. Voilà, à l'époque aussi, il y avait eu un peu avant, je crois, le dernier des Mohicans que j'avais particulièrement apprécié, ou le Collatéral avec Tom Cruise, c'était lui aussi ça.
Et il a quelque chose pour, Ouais. pour ce qui est de filmer la tension, il a vraiment quelque chose qui lui appartient. C'est très nerveux sa façon de filmer. Après, depuis, là, sur les 10-15 dernières années, je suis pas sûr que j'ai vu un film de lui. Et d'ailleurs, j'ai pas regardé ce qu'il avait pu réaliser ces dernières années. Effectivement, c'est vrai que c'est plus un réalisateur qui nous a marqué, dont les films dont tu parles. Je pense même qu'il y avait le premier film avec Hannibal Lecter, c'est lui, hein, sur ça s'appelait quoi, Le Cinquième Sens, parce que je confonds toujours avec le film de Shalayam, j'y arrive jamais. Euh, avec Bruce Willis. Voilà, ça va être plus simple. Mais je crois que c'est lui qui avait réalisé le premier film. Enfin, peut-être qu'Olivier me corrigera dans le prochain podcast. Mais voilà, immense réalisateur qui qu'on doit saluer bien évidemment avec ce genre de prix. Et j'ai les deux, je crois que c'est les deux dernières news que j'avais récupérées. Alors, je ne le connaissais pas. Est-ce que tu connaissais Drew Struzan? Ça me cause pas, mais peut-être, Et en sans le fait, savoir. il est décédé lui aussi, et c'était un créateur des plus grandes affiches de cinéma du monde. Oui, C'est si, lui qui a fait, tu vois, les Star Wars, E.T., Blade Runner, Goonies, Hook, Hellboy, les deux premiers Harry Potter, et qui mêlait un style, c'est très ultra réaliste, photographique, avec des compositions chargées d'émotions, peintes à l'aérographe et finalisées à la main. Enfin voilà, c'était vraiment, voilà. Les affiches aujourd'hui, on voit elles ont pas cette, elles ont euh, passé une dame. elles ont pas cette âme-là. Et je sais pas si tu te souviens quand on était à New York, quand je vous ai emmené dans le magasin d'affiches. Oui. Et là, en fait, on aurait quasiment tout acheté. Et je pense qu'il devait y avoir quelques affiches de Drew Struzan dedans. Et pour terminer, donc Denis Villeneuve se lance dans James Bond après Dune 3. Est-ce que tu es confiant? Non, parce que maintenant il va y avoir. C'est Prime qui a racheté, c'est ça, C'est Amazon Amazon Prime. MGM, enfin ouais, c'est Amazon MGM Studio, ouais. Et donc il va être bridé derrière un studio. Les films de studio, je sais pas. Alors j'ai vu que c'était le Encore. scénariste de Peaky Blinders qui écrivait le scénario. Ouais. Ok. Moi, ça me fait très peur le futur de la licence de James Bond, même si Denis Villeneuve, c'est un immense réalisateur, j'adore, mais enfin, moi je vois par rapport à David Fincher depuis qu'il est passé à Netflix, bah ouais, c'est à part Mindhunter, sa série, mais niveau film, Mindhunter, tu veux dire? ouais. C'est comme, T'as le droit ouais, moi d'envoyer chier. j'ai vu une autre série, mais Mindhunter, c'est vraiment sympa aussi. Ouais, Mindhunter, c'était bien aussi. Non, Voilà. ouais, là, ça fait un peu flipper là, les studios qui rachètent tout, comme la Netflix qui veut racheter Warner et HBO. HBO, désolé Olivier. Euh, ça fait vraiment peur parce que j'ai l'impression que tout va être uniformisé Ouais, c'est et sûr. tant mieux pour Netflix, hein, ça va augmenter leur catalogue, hein. Il suffit de regarder les succès d'HBO ou même Warner. Cette année, Warner, c'est ou les gros succès ou des films qui sortent de l'ordinaire. C'est une bataille après l'autre, Après c'est l'autre. Sinners, c'est Ouais, ouais, Évanoui. ouais, ouais. C'est que des films dont on a entendu parler. Qu'on a vu ou pas, on en a entendu parler. Eh bien, maintenant, on va passer à la rubrique. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il va l'enregistrer, mais on va passer à la rubrique Box Office d'Olivier. Alors pour cette nouvelle rubrique, je vais donc vous parler chiffres. Et ce mois-ci, j'ai décidé de m'intéresser aux sorties des grosses machines, on va les appeler comme ça, les grosses machines françaises, euh, qui se sont, peut à peu près le dire, se sont toutes plantées ou en tout cas ont été et seront, que l'exploitation n'est pas terminée, seront des déceptions. On va commencer par l'homme qui rétrécit de Yann Kounen avec Jean Dujardin, dont on attendait beaucoup, que j'ai pas vu mais qui me fait très envie pour le coup, et qui a commencé avec 151 000 entrées, 151 000, je sais plus, je perds mon français, tellement le chiffre est mauvais. Alors je me souviens plus du budget du film, qui doit être de quelque chose comme entre 20 et 30 millions d'euros.
à l'heure qu'il est, il est à 221 000 entrées, ce qui va finir vers 300 000 entrées, ce qui est quand même là franchement catastrophique. Euh, euh, et peut-être qu'une des théories de ce flop, c'est que le même jour sortait Kaamelott 2, qui, cela dit, a commencé avec 536 000 entrées première semaine, quand le premier commençait à plus d'1 million et a fini à 3 millions. Là, en deuxième semaine, il en est à 776 millions, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore fait son million d'entrées. Et il fera moitié moins, je pense, que le premier opus. Alors, affronter deux gros films, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Surtout que la semaine précédente était sorti donc Chien 51, pareil, avec son budget de 40 millions, comme on en a parlé tout à l'heure, qui a commencé bien moins bien que Bac Nord et Novembre lors de leur première semaine, pardon. Là, il en est en troisième semaine, il en est à 1 56 000 entrées. Il finira à 1,5 million. Ça pourrait être bon pour un film lambda, là, pour une grosse machine comme celle-là. Ça sera quand même une énorme déception, hein, pardon. Bac Nord avait fini à 2,2 millions, Novembre à 2,4 millions. Vu le budget du film, le casting, alors encore une fois, l'homme qui rétrécit comme Chien 51, c'est des films de genre. Ça a quand même beaucoup de mal en France. Bon, Kaamelott a normalement aussi son public et commence et finira sûrement moitié moins que le premier. Est-ce qu'il y a une lassitude? Est-ce qu'il y a eu trop de temps d'attente? 4 ans entre le premier et le deuxième. Voilà. Donc, l'idée de se dire qu'il y a peut-être trop de gros films français qui sont sortis en même temps, on pourrait se dire oui, et en même temps, aucun n'a réellement cartonné, voilà. Et même finalement le film d'Orelsan, alors sans parler de blockbuster, mais on pouvait penser que il s'appelle Yoroi, si je dis pas de bêtises. On peut dire qu'il comptait sur sa fanbase, qui est énorme, et dont on attendait beaucoup. J'ai lu pas mal d'articles qui attendaient beaucoup de ce film et qui commence lui à 140 000 entrées première semaine. C'est peu aussi. Donc finalement, est-ce qu'il n'y a pas réellement, parce que on lit beaucoup de choses là-dessus, un vrai problème avec le cinéma français depuis quelque temps? Parce que finalement, il y a des chiffres qui sont pas si mauvais que ça. On parle d'un problème du cinéma de façon générale. Je pense que c'est le cinéma français qui a un petit problème en ce moment, parce qu'il y a quand même des très bons chiffres à côté de ça au niveau du cinéma international. On a pu le voir encore il y a pas longtemps, même s'il y a eu des grosses déceptions avec Superman, les 4 Fantastiques. Mais on en parlera peut-être plus tard en fin d'année quand on aura les chiffres annuels, mais il y a peut-être vraiment des questions à se poser sur l'engouement du public pour le cinéma français en ce moment. Il n'y a pas de grosse comédie qui a cartonné. Le film de genre, bon, a toujours du mal, il a toujours eu du mal. Mais là, quand on voit que même un film comme Kaamelott en troisième semaine n'a pas encore complètement atteint son million d'entrées, on peut se poser des questions. Et enfin, on va parler de ce fameux film vintage qu'Olivier, et je lui laisserai la parole dans le montage, qu'Olivier nous a proposé de revoir. Il s'agit donc de Rambo First Blood. Bon, Christophe, je te laisse la parole, je te laisse commencer sur ce film. Vas-y. Alors, moi, les Rambo, il faut savoir que je les ai tous vus, mais je les ai tous vus une seule fois. Donc, le premier Rambo, dans mon esprit, il date d'il y a facile 30 ans, voire un peu plus. Ah, plus, c'est 40 ans. Ouais. C'est 82. Ouais, j'ai dû le voir, j'avais une quinzaine d'années. Oui, tu l'as pas vu en 82, c'est sûr. Je l'ai pas vu quand il est sorti. Heureusement pour moi, d'ailleurs. Mais reste que
plus que les films, ce qu'on retient, c'est le personnage qui est devenu une icône de la pop culture. Évidemment. Et j'ai souvenir de ces films que c'est des films divertissants et ultra bourrins, au point d'avoir presque oublié que le premier film, c'était loin d'être ça. Et je suis Ouais. très heureux de l'avoir redécouvert. Merci Olivier. Parce que le premier, il a un ton beaucoup plus sombre et c'est loin d'être un simple film d'action. Tu es plus dans un drame d'action parce que tu suis vraiment le traumatisme de Rambo suite à la guerre du Vietnam, et c'est un film sur ces vétérans qui n'ont plus de place dans leur pays. Ils reviennent, ils n'ont plus de place dans le pays où ils faisaient la guerre, on leur dit de revenir, et dans le pays où ils reviennent, ils sont pas traités comme des héros, au contraire. Là, dans le village où il arrive, on le traite comme un clochard, et puis il fait jurer le paysage, il faut qu'il dégage du village, quoi. Ah bon, Alors, on le vire au bout de 10 minutes. c'est ça. Le shérif, gentiment, l'emmène de l'autre côté du pont. Et ce qui est sympa, c'est de retrouver des films d'action à l'ancienne, en cadre naturel. Tout est filmé vraiment dans la forêt. Tu as vraiment ce sentiment de traque dans la forêt. Mhm. Et tout le côté survival marche vraiment très bien. Après, j'ai quand même deux, trois petites réserves. L'antagoniste qui est un poil ultra caricatural et excessif dans son comportement. Il en fait un peu des caisses. Et puis, il y a cette fin qui cherche à amener trop d'émotions. Pour en avoir discuté avec Olivier et pouvoir reconfirmer, ils ont modifié la fin par rapport au bouquin, parce que c'est adapté d'un bouquin. Mhm. Mhm. Et pour le coup, je pense que le film aurait peut-être plus gagné à ne pas le faire s'en sortir. Alors, c'est con parce qu'on n'aurait pas eu le personnage iconique qui a été issu des films, mais le message du film aurait été encore plus puissant que cette fin. C'est un peu feel good, quoi. Un peu, ça Oh, finit bien. feel good, Ouais. Non, enfin, quand je dis feel non, good, c'est non, pas pas feel feel good. good. Non, ça finit. Little Miss Sunshine, c'est feel good si tu Oui, veux. je n'ai pas choisi le bon mot. Enfin, ça pouvait pas mieux finir finalement Mhm. par rapport à tout le carnage de ce qui se passe sur la fin. Je trouve que c'est un peu facile la façon dont il s'en sort. C'est le côté du. Voilà, que je voulais dire. Pas feel good, on est d'accord. Ouais. Moi, je pense que, pareil, je vais dire merci Olivier parce que je pense que c'est parmi tous les films vintage qu'on a revus depuis le début de cette émission, c'est celui sur lequel j'ai pris le plus de plaisir, que j'ai vraiment pris le plus de plaisir à revoir. Et c'était assez amusant d'ailleurs quand tu parles de survival, après avoir vu le Predator, Badlands, où c'est truffé d'effets numériques un petit peu partout et tout ça. Là, il y a quelque chose de tellement palpable. En même temps, le shérif Tills à la base, c'est pas tant lui le méchant, parce que les mecs qui lui en foutent plein la gueule, c'est tous ses adjoints, quand tu regardes au début, qui le maltraitent, qui vraiment... Et il y a un mort en tout et pour tout dans le film. Il y a un seul mort, c'est le mec qui lui tire dessus dans l'hélicoptère, et c'est vraiment le seul le seul mort qu'il y a. Alors il y a des blessés, il y a des mecs qui volent de partout, il y a un chien qui meurt, faut le noter quand même. Mais C'est je fini ça, trouve, tu verras plus. ouais, c'est vrai. Et mais je trouve que, en fait, encore une fois, il y a deux choses que je voulais dire. C'est la première, c'est d'un point de vue thématique, le film il est puissant parce que évidemment c'est cette espèce euh, d'Amérique qui ne veut pas regarder, qui refuse d'accepter sa défaite et qui refuse par extension de ses vétérans. Je trouve que c'est terrible. En fait, il est plus chez lui. Et dans son monologue de fin, quand le colonel Troutman vient le chercher, alors c'est là qu'on dit c'était pas ma guerre. Alors c'est amusant parce que je l'ai regardé en anglais et je me suis rendu compte qu'en fait les seules fois que j'avais vu ce film c'était en français. Et donc ça a quand même un petit peu changé. Il y a des choses qui bougent, mais il y a une phrase quand même. Il dit on m'a pas laissé gagner. Et c'est quelqu'un qui est totalement pourri par la guerre, qui ne faisait que ça. Et quand il raconte son pote qui s'est fait sauter là avec le petit mec, le gamin qui était censé lui cirer ses pompes, et il essaye de remettre les tripes à l'intérieur de son type alors qu'il retrouve même plus ses jambes. Enfin, moi, ce monologue, alors, je pense que j'ai vu le film, mais il y a quand même très longtemps, et je l'avais revu, mais il y a très longtemps.
ce monologue m'a remis encore une nouvelle fois les poils. Alors après, ce que tu appelles la fin, que tu trouves un peu, un peu facile, je pense que je vois tout à fait qu'il y aurait eu une fin beaucoup plus dramatique en allant encore plus loin que que cette Amérique qui refuse à ce point ces vétérans jusqu'à les buter eux-mêmes et le type est vraiment en guerre partout. Mais je trouve que c'est pas tant pour les films derrière que je trouve pas évidemment aussi bien réussi que il y a quelque chose, il y a un espoir de rédemption malgré tout. Mais il sort de là avec les menottes. Et juste pour terminer, avant de passer la parole à Olivier, je me suis enquillé derrière les 30 premières minutes de Rambo 2. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais le scénario a quand même été écrit par Stallone, encore une fois, et James Cameron dans le Rambo 2. Ils ont coécrit ensemble. Et tu sens que le film, dès les premières minutes, il est en train de casser de la caillasse avec le colonel Troutman qui lui donne, mais avant le générique, avant même le générique, il lui dit, bon, Rambo, on a besoin de toi, il faut aller chercher les Amerlocs qui sont restés au Vietnam. Il fait, ok, je viens. Et tu sens d'un coup que Stallone est passé à un statut de méga star entre le Rocky et le Rambo. Le mec est devenu une super méga star. Alors qu'il est filmé un peu, il est filmé balèze et tout ça, mais il est filmé dans le doute et il galère, il saigne de partout. Enfin, il en prend quand même, il en met plein la gueule, mais il en prend plein la gueule dans le premier Rambo. Mais là, dès le départ, et en fait, je me suis dit, allez, vas-y, je vais m'enchaîner les Rambo, et je me suis rendu compte qu'au bout d'une demi-heure, ça y est, c'était devenu cette espèce d'icône de défense des États-Unis, et qu'en fait, le personnage de Rambo 1 et de Rambo 2, ils ont en commun que leur nom, quoi. C'est plus du tout le même perso. Moi, ce que je me souviens de Rambo 2, c'est le fabuleux sketch d'Albert Dupontel. Ouais, c'est tellement génial. Et voilà. Écoute, on va laisser la parole à Olivier pour. Alors, il va pas prendre la défense parce qu'on a été plutôt quand même dans son sens, et il va nous dire. Olivier, tu nous dis maintenant pourquoi tu as voulu qu'on revoie ce film et qu'en penses-tu? Alors, pourquoi Rambo? Tout simplement parce que j'avais envie de le voir, de le revoir, parce que j'ai dû le voir une bonne dizaine de fois. Quand j'ai cherché quoi vous proposer, j'avais plein d'idées, j'avais envie de retrouver un peu ce que tu avais fait, Lilian, la dernière fois, le mois dernier, avec Ce que veulent les femmes, voir un film sorti à tel moment, est-ce qu'il a encore un écho ou comment on peut le percevoir aujourd'hui en 2025? Je me suis dit, est-ce que Rambo aura, dans son propos, aura vieilli? Dans son propos, je parle en termes de film d'action, moi je trouve j'ai jamais trouvé qu'il avait vieilli, même beaucoup moins que ses suites. En tout cas que ses deux suites, Rambo 2 et 3. Donc voilà, je m'y suis replongé. Je vais vous le présenter pour ceux qui ne connaîtraient pas. John Rambo, ancien soldat du Vietnam, arrive dans une petite ville à la recherche d'un camarade décédé. Très vite, il est pris en grippe par le shérif du patelin. Il est arrêté puis maltraité en cellule, réveillant ses traumatismes de guerre. Rambo s'évade et se réfugie dans la forêt où ses talents de combattant affrontent la traque acharnée des autorités, transformant sa survie en lutte contre un système qui le rejette. Et moi, ce que j'avais aimé, même quand j'étais plus jeune, c'était ça, effectivement, c'était l'idée du héros de guerre, parce qu'on a quand même été, même en France, on a été nourri par les films sur le Vietnam, que ce soit Apocalypse Now, Platoon qui est plus vieux de quelques années que Rambo, mais Rambo 1982, je l'ai pas découvert au cinéma, j'étais quand même un peu jeune. Et j'aimais aussi cette thématique qu'on retrouve, évidemment, on a souvent fait la comparaison, même ça paraît fou, mais du Taxi Driver de Scorsese, ces gars qui sont venus, qui souffrent de stress post-traumatique, qui sont plus acceptés par la société américaine, qui avait, c'est vrai, beaucoup changé
quand la guerre s'est terminée, milieu des années 70 jusqu'au début des années 80. Voilà, donc c'est surtout ça qui est finalement, surtout, encore une fois, voir Rambo comme un film d'action hyper efficace. Le réalisateur Ted Kotcheff réussit une mise en scène hyper dure. Voilà, il y a dans le montage, dans les dialogues. Encore une fois, c'est un film d'action très efficace. Mais finalement, est-ce que ce qui serait pas le plus intéressant dans ce film, c'est ce qu'a fait Stallone avec son personnage, comme il l'avait fait avec Rocky, le premier du nom. L'acteur parle de l'Amérique d'en bas, pour reprendre une expression française. Parle de l'Amérique d'en bas, celle qui galère, qui essaye de s'en sortir, même si on l'aide pas beaucoup. Voilà, ce qui est surtout intéressant, c'est avec le recul, c'est de comparer avec ce qui sera fait plus tard, le lapsus, à partir de Rambo 2, qui devient une espèce d'âme vengeresse, âme A accent circonflexe ME, de l'Amérique, même si ça a été quand même beaucoup instrumentalisé par le gouvernement Reagan, parce que si on y réfléchit, il retourne quand même au Vietnam pour sauver des soldats qui ont été abandonnés par ce même gouvernement américain, hein. Qui n'était pas le gouvernement de Reagan à l'époque, hein. Mais voilà, je trouve que le propos se tient encore, ça a pas vieilli. Pour les avoir revus, les deux Rambo suivants ont vraiment pris. C'est limite le nanar. J'oserais même pas dire série B, limite nanar des années 80, plaisant à voir parce que Stallone, il y a des explosions. Je me rappelle l'avoir vu au cinéma, le 2, c'est fun. Mais finalement, on n'est pas dans un film fun avec le premier. On s'attache au personnage. Ça permet de voir aussi, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de me redire encore une fois en le revoyant que la grosse différence entre Stallone et Schwarzenegger, il est en mode charisme puissance 10 000, hein. Stallone, pas beaucoup moins, mais voilà, Stallone est un acteur. Toute la scène finale de Rambo, c'est un truc que beaucoup de comédiens de films d'action de l'époque n'auraient pas fait. Et c'est d'ailleurs drôle de noter que, et ça a été tourné, hein, on peut trouver les images, alors ou sur des bonus de DVD ou sur YouTube, de la scène finale de Rambo qui meurt, comme c'était dans le livre, puisque c'est tiré d'un livre. Oui, j'ai oublié de le souligner, c'est tiré d'un roman. Qui a été écrit vraiment à la sortie de la guerre du Vietnam. Et Stallone, c'était même pas dans l'idée de faire une suite, mais il se disait, après tout ce qu'il a subi, que ce soit au Vietnam, enfin le personnage, tout ce qu'il a subi au Vietnam, avec les flics là dans cette petite ville, il avait pas envie de faire mourir son personnage. Il se disait, il mérite pas ça. Bon, voilà, résultat, on peut aussi se poser la question, est-ce que ça aurait pas été mieux qu'il meure et qu'il n'y ait pas toutes ces suites, même si je suis un gros fan de John Rambo, c'est-à-dire du 4, mais voilà, on retrouve quelque chose d'humain, comme c'était le cas dans Rocky, qui se déshumanise pendant un moment, je parle des deux personnages, hein, sur les films suivants, et qui redeviennent humains vers la fin, et je trouve ça super intéressant. Là, pour moi, le film n'a pas du tout vieilli. Le personnage reste hyper touchant. Pour moi, c'est cette grande période Stallone que j'aime beaucoup. Et pour un film, encore une fois, hyper efficace et très fort. Voilà, donc vous avez entendu l'avis d'Olivier et ce pourquoi il nous avait demandé de revoir Rambo. Et c'est à ton tour, mon petit Christophe, tu as bien fait de me le dire durant la coupe. Quel film tu nous proposais de revoir? Alors, Stranger Things va s'arrêter en fin d'année, Ouais. au bout de 5 saisons. Donc, Ouais. ça m'a donné envie de revoir un film sans lequel la série n'aurait certainement pas été la même. C'est Ouais. Stand By Me.
Oh, oh, alors ça, je ne l'ai pas revu du tout, mais Et vraiment voilà. pas du tout. Je pense que c'est super parce que j'en ai aucun souvenir. Et bah tu verras que il y a des similitudes Ah entre bah, de toute ça façon, il y et a Stand beaucoup. By Me. Bah, évidemment, enfin, je vois les références un petit peu au loin, mais bon, Stranger Things, c'est quand même une série qui se veut être totalement référencée, quoi. Ah oui, de toute façon, elle s'en est jamais cachée. Elle s'en est Bien, de toute bien au façon contraire. bien au contraire. Et on passe maintenant aux recommandations. Donc, pour ce mois-ci, on va vous faire quelques petites recommandations. Je sais pas, je verrai. Bah, je pense que si, Olivier m'a demandé de faire quelques recommandations au montage. Donc, on va le. Je vais d'abord en donner. Allez, vas-y, j'en donne deux très rapidement. Enfin, non, c'est pas deux, pas du tout. Je dis une bêtise. J'en donne une. Euh, Tu en as parlé durant le dernier podcast. Je confirme que Task est une immense série sur HBO. Cet épisode, alors c'est lent, laissez-lui sa chance. Laissez-lui sa chance de démarrer parce que ça vaut vraiment le coup de laisser le film se mettre, de la série se mettre en place. Et après le premier épisode, voilà, vous allez rentrer dans un truc, dans une machine à broyer. Euh, je n'ai plus le nom. Je me disais qu'il fallait que je le note avant de me lancer là-dedans. Mais l'acteur qui joue le personnage, on va dire un petit peu miroir de Tom, de Marc Fa- Ruffalo, pardon, bah, il s'appelle Fabien Tom. Frankel. Comment? Fabien Frankel. Non, c'est Tom quelque chose. C'est pas Fabien. L'acteur qui joue, tu sais, qui joue le type bah, qui a perdu son frère. Il s'appelle Tom quelque chose. J'ai plus très bien le nom de ce comédien en tête, mais je finirai par le retrouver. Mais en tout cas, c'est une superbe série. C'est pas tant sur l'histoire, et l'histoire est déjà vraiment très très bonne, et le scénario, il est implacable. C'est-à-dire que de toute façon, à partir du moment où vous commencez à rentrer dans ce tunnel, c'est terrible parce qu'on se dit mais à quel moment il y a de la lumière dans ce film? À quel moment je vais en sortir dans ce film, dans cette série? À quel moment je vais en sortir? Parce que les personnages ont des destins mais hallucinants et il y a vraiment beaucoup de surprises et accrochez-vous vraiment jusqu'au bout. Parce que, enfin, mettez la ceinture, hein, pas accrochez-vous parce qu'une fois que vous aurez mis le doigt dedans dans cette série, vous ne pourrez pas en décrocher, je vous assure. Évidemment, comme à son habitude, Ruffalo est génial. Tout le casting est génial. Les histoires, les histoires en dessous. On a terminé devant la téloche avec plus d'une fois avec les larmes. C'est une immense série. Encore une fois avec Mark Ruffalo, dont j'avais totalement adoré le I Know This Much. It's true. Et c'est vraiment, c'est très très grand. Merci hein, Christophe De rien. de nous avoir recommandé ça. Et j'étais déjà dessus, mais vraiment. Qu'est-ce que toi, de ton côté, tu as envie de nous proposer? Alors, ça va être un nouveau coup de cœur de série qui vient du Québec. C'est une série qui est sur Canal+, qui s'appelle Empathie. C'est une Yeah. série de et avec Florence Lompré. C'est l'histoire du docteur Bien-Aimé, qui est une ancienne psy-criminologue, qui, suite à une dépression et un arrêt maladie de 2 ans, va dans un hôpital psychiatrique dans l'LD qui s'occupe des criminels suspectés d'être fous. Et donc, elle prend soin d'eux ou certains criminels. Elle doit faire un bilan de personnalité, savoir s'ils sont vraiment fous ou pas. Et la plus grande qualité de cette série, c'est son titre, Empathie, et c'est l'empathie qu'elle va donner à tous ces personnages, que ce soit les personnages des aides-soignants ou des patients. Les personnages sont vraiment travaillés. Il y a vraiment une justesse dans l'écriture et dans le jeu des comédiens. Elle, en tant que psychiatre, mais t'y crois, mais à chaque fois qu'elle est en train de parler avec ses patients, t'y crois à mourir, ça marche du tonnerre. Et la relation qu'elle a avec, comment il s'appelle? C'est un acteur français. Euh,
Ah bah, on est tous les deux pareils à bien avoir préparé notre. Alors moi, pendant que tu le cherches, pendant que tu le cherches, moi je donne le nom du comédien que j'ai cherché pendant que tu parlais. C'est Tom Pelfrey, qui est pas un acteur connu, hein, qui a pas joué dans beaucoup de séries, qui a fait, je crois, qu'il était dans Iron Fist. Il était aussi dans. Bah, je regarde sur son Wikipédia en même temps. Il a été dans la 3e saison d'Ozark et dans Love and Death avec Elizabeth Olsen. Mais c'est pas un acteur très connu. Il a une petite quarantaine. C'est un délire. Ce mec, il m'a arraché toutes les larmes de mon corps. C'est vraiment génial. Est-ce que tu as retrouvé ton nom de comédien que tu Oui, cherchais? donc le duo donc, est formé entre Florence Lompré qui a écrit la série, c'est Thomas Thomas Gijol. Gijol. Ouais, c'est ça. Et pour le coup, il est à contre-emploi. Moi, je l'ai toujours vu dans des En comédies. comique, ouais. Et là, il est dans un rôle dramatique et il est d'une justesse confondante. Le duo marche à mourir. Et alors, l'histoire semble ultra plombante, mais il y a énormément d'humour. Il y a des punchlines. Je me suis tapé 2-3 barres de rire. Il y a certaines punchlines qui sont vraiment drôles. Et c'est aussi empreint de poésie. Il y a notamment il y a tout un délire autour des danseuses étoiles du lac des Cygnes. Ouais. Et qui dansent régulièrement autour des personnages pour montrer la part d'ombre un peu des personnages. Et c'est vraiment une belle série qui fait du bien malgré le sujet plombant. Je ne vais pas vous le cacher, je pense que j'ai pleuré à chaque épisode. Chaque épisode, j'ai eu les larmes aux yeux. Il y a un petit côté mélo. Moi, j'aime le mélo. Mais ça le fait très bien. Il y a un patient, Jacques Dallaire. Quand on raconte son histoire, parce que ce qui est sympa avec cette série-là, c'est qu'elle va raconter l'histoire de tous les patients qui, je rappelle, sont souvent là parce qu'ils ont tué quelqu'un ou ils ont fait des crimes. Ils sont là pour des choses assez lourdes. Et le fait de raconter leur passé, ça aide à comprendre leur folie. Et c'est pas tout blanc, pas tout noir. C'est extrêmement bien foutu. Je sens que mon prochain coup de cœur, ça va être de dire empathie, c'est génial. Donc c'est bien, on va faire des coups de cœur d'un mois sur l'autre comme ça. Et je pensais que c'était une mini-série, mais il y aura une saison 2, et tant mieux, parce que c'est le genre de série un peu comme Hippocrate. Ça se passe dans un hôpital, tu changes les patients, tu as de nouvelles histoires à raconter, et c'est parfait. C'est très, très belle découverte. Et maintenant, on va laisser Olivier nous dire malgré tout quelles sont ses petites recommandations. C'est à toi, Olivier. Alors, ma recommandation, qui est un peu une séance de rattrapage, parce que le film passe en ce moment sur Canal+, je l'avais loupé au cinéma. C'est un film d'animation Transformers, qui s'appelle Transformers Zero, ou Le Commencement, je crois en français. Alors c'est intéressant parce que c'est le commencement comme ils avaient fait avec X-Men, et on retrouve le même schéma. C'est-à-dire que tout le film se déroule sur Cybertron, vous savez, la planète des Transformers, avant qu'ils arrivent sur Terre, et raconte comment les deux frères d'armes, Optimus Prime, avant qu'ils s'appellent comme ça, et Megatron, en sont devenus à devenir les pires ennemis, comme Magneto et Charles dans les X-Men. Donc c'est très intéressant. Après, ça aurait pu être raté, hein, mais voilà. Et moi, j'ai trouvé que c'était une riche idée de revenir aux origines de la saga. Et en plus, voilà, c'est réussi. L'animation est magnifique. Vraiment, il y a une animation très propre, très belle. Et les scènes d'action sont vraiment à couper le souffle par leur virtuosité. Moi, j'ai trouvé que j'avais des moments qui étaient assez dingues. Il y a de l'humour, parce que oui, c'est un film familial. Il y a de l'humour, mais il y en a pas tant que ça. Ça gâche pas le film, hein, c'est pas poète. Et en plus, il y a des trucs, il y a des petites choses qui sont vraiment drôles. Quand ça décide d'être drôle, c'est vraiment drôle. Et c'est surtout la réinvention parfaite, il faut le dire surtout inattendue, d'une licence qui semblait, faut bien le dire, hein, depuis longtemps ne plus avoir aucune cartouche à tirer, hein, voir les deux derniers films. Voilà, donc comme je le disais, Transformers One, c'est beau, c'est divertissant, et ça cache même derrière un simple spectacle d'animation, encore une fois familial, une charge un peu politique qu'on n'espérait pas ou qu'on n'imaginait pas de la part de cette franchise.
Donc voilà, c'est un film réussi dans sa conception, vraiment purement techniquement, que dans sa direction artistique, dans l'écriture de son scénario, on passe un super moment. Et faut le reconnaître, quand on est un peu fan de la licence, qu'on tripe un peu, bah voilà, voir les origines comme ça, c'est toujours très sympa. Ça aide à remettre un peu en perspective ce qu'on a pu voir dans tous les films de Michael Bay. Donc voilà, c'est un conseil que je peux vous donner. Transformers One, Transformers le commencement. Eh bien, on arrive à la fin de ce podcast un petit peu particulier, puisque je n'étais qu'avec toi, et puis je pense qu'au montage, j'ai réussi à mettre les petites interventions d'Olivier. Je vais lui préciser quand même hein, d'en faire des petites, parce qu'on est déjà, même à deux, on est long, mais qu'est-ce que vous voulez? On aime le cinéma, on aime les séries, on aime qu'on nous dise il était une fois, et à chaque fois, on essaie de vous partager très, 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 très humblement voilà nos coups de cœur, nos envies, voilà, on essaye tout simplement, on est dans le partage. On est comme ça, hein, Christophe, on est dans le partage. Bah, bien sûr. Surtout toi, hein. N'oubliez pas d'aller voir le site Critique d'un passionné de Christophe. Il y a des critiques de toute façon toutes les semaines. Je vous rappellerai de ne pas aller voir Predator en plus. Exactement. Si jamais vous aviez un doute, non, n'y allez pas. Il y a d'autres choses à aller voir. Allez voir les films dont on vous a parlé, dont on vous a dit qu'ils étaient vraiment très bien, ou en tout cas qu'ils étaient intéressants. Et puis, je te laisserai dire malgré tout sur le prochain épisode, Christophe, tout le bien ou tout le mal que tu penseras des films comme La femme la plus riche du monde, où tu t'as pas changé. Dans le prochain podcast. Merci Christophe d'avoir fait ça, d'avoir dégagé du temps pour faire ça avec moi. Eh ben, merci à toi, merci à vous de nous écouter, et puis à dans un mois. Et oui, exactement. À dans un mois. C'est pas toujours facile de trouver des timings pour être ensemble et puis pour aller voir des films. Et parfois on essaie de concentrer un petit peu le temps. Mais en tout cas, vous voyez, saison 2, épisode 3, c'est terminé. On maintient le cap. On vous dit à tout bientôt pour un prochain épisode. Et bien sûr, on n'est plus que deux là. On finit dans un état critique. Et on souhaite à Olivier de venir de nous rejoindre en direct très très vite. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, on vous souhaite de vous faire de bonnes toiles. Ciao!